Je pense qu'il est très important de connaître le passé d'un chercheur et particulièrement d'un anthropologue pour comprendre son cheminement. Bon, en ce qui me concerne, bon, je suis le petit dernier d'une famille de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Je suis né au mois de mars 1946, rue d'Alésia, dans une maternité du 14e arrondissement de Paris. Et en fait, une année après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc je suis un baby boomer. Bon, pardon pour la prononciation. Les situations professionnelles de mes proches ancêtres reflètent l'évolution de nombreuses familles françaises. Mon grand-père maternel était gestionnaire des égouts de Paris et sa femme était couturière, voilà. Bon. Et mon grand-père paternel était instituteur et son épouse était au foyer. Mes ancêtres les plus éloignés étaient agriculteurs, sabotiers, sieurs de long, cochers, gendarmes et même pour l'un d'entre eux, il était caporier. Ma famille habite dans un petit immeuble de briques rouges face au métro Saint-Jacques dans le 14e arrondissement de Paris. Ma mère y exerce le métier de dentiste et mon père y a son bureau d'ingénieur conseil. J'ai peu de souvenirs de mes premières années dans cet appartement, puisque nous l'avons quitté quand j'avais à peine 5 ans. Par contre, je me souviens du passage, du bruit des sabots des gardes républicains qui passaient journellement en sortant de leur caserne devant notre fenêtre. Et puis aussi un énorme incendie qui a eu lieu en face de notre immeuble. Voilà, c'est les 2 souvenirs principaux de ma prime enfance. Et puis je me souviens surtout de mon parrain, Maurice Saminaden, qui était originaire de l'île Maurice, de la communauté indienne de l'île Maurice. C'est ainsi que tout naturellement, cet homme qui avait une couleur différente de la mienne devint mon second père. C'était un ami de mon père. Il s'était connu lorsqu'il faisait un stage à la société électrique Loire et Centre, à Saint-Étienne, je crois. Voilà. Et mon parrain m'a donné également comme second prénom le nom de son frère, Marcel, qui venait d'être tué dans les bombardements de Dresde en Allemagne. Voilà. Et puis, quelque chose qui, je pense, a marqué ma vie d'enfant aussi, c'est qu'on m'offre, c'est possible que c'est lui, mon parrain, qui m'a offert un petit livre de Paul-Émile Victor, Apoulsiac, le petit flocon de neige, illustré par Paul-Émile Victor, et qui a peuplé les rêves de ma prime enfance. Voilà. En 1950, ma famille déménage pour aller vivre à Alençon, petite ville de province très bourgeoise, dont la principale économie était Moulinex, la société Moulinex.
Mon père souhaite alors se rapprocher de son lieu de travail, euh, puisque en fait, avec des gens du génie rural, il est chargé de la reconstruction du réseau électrique de Normandie, qui a été fortement endommagé lors du débarquement des Alliés en 1944. Voilà. Donc je suis alors scolarisé, comme ma sœur et mon frère, au lycée Alain d'Alençon, bon, qui est une ville de l'Orne, je ne sais pas si je l'ai précisé. Alain, c'est le pseudonyme d'un philosophe, Émile Auguste Chartier, qui fit ses humanités dans ce lycée. Et la vie familiale se déroule bien calmement dans une maison dotée d'un grand jardin. Quand un grand malheur arrive soudainement dans la famille, au mois d'avril 1955, les médecins détectent chez ma sœur Colette une tumeur maligne, et elle est âgée de 17 ans, qui va l'emporter en quelques semaines. Alors, je suis âgé de 8 ans et j'en suis fort affecté, comme mes parents et mon frère d'ailleurs. Je deviens alors très réservé, solitaire. Mes résultats scolaires subissent le contre-coup de cet événement majeur dans la vie d'un enfant. Et je passe ainsi de nombreuses heures dans le jardin familial à regarder les insectes, observer, identifier les oiseaux et les insectes. Mes parents m'attribuent alors une petite parcelle de terre dans le jardin où je fais des expérimentations de plantations diverses. Et puis, je vais rejoindre parfois le chef scout de mon frère, Bernard Coulon, qui est horticulteur, qui a une pépinière dans la banlieue d'Alençon. Et c'est ainsi que j'acquiers, très jeune, auprès de cet horticulteur, de nombreuses connaissances en botanique. Durant les grandes vacances, nous partons en famille, avec la voiture par, conduite par mon père, en Auvergne, voir ma grand-mère paternelle. La vie campagnarde n'a guère changé en Auvergne, dans cette région, depuis le 19e siècle. J'aime alors regarder les paysans qui font les foins, qui utilisent une moissonneuse-batteuse. Et puis je me souviens des grands changements qui ont eu lieu au moment de l'importation de tracteurs américains avec le plan Marshall, et qui ont remplacé les chars à bœufs d'autrefois. Nous partons également visiter une tante dans le Gers. Et là, je peux voir les grands champs de maïs qui, à l'époque, n'avaient pas encore envahi toute la France. Nous allons avec mon frère attraper des écrevisses dans les rivières aussi. Il y en avait pléthore à l'époque, ce qui a bien changé après avec la pollution des rivières. Au cours des longs trajets pour se rendre en Auvergne ou dans le Gers, nos parents s'arrêtent souvent, faire des escales pour visiter des anciens villages, des châteaux, des églises et tout ça. Et je remercie mes parents de nous avoir ainsi inculqué l'intérêt pour les choses historiques, les belles choses, même si à l'époque ça ennuyait un petit peu les enfants que nous étions, mon frère et moi. Alors mon père, il ne comprend pas que je passe autant de temps dans le jardin ou à la pépinière Coulon, et puis que je délaisse un petit peu mes devoirs scolaires. Mes résultats en mathématiques, latin, grec et langue étrangère sont assez médiocres. Par contre, mes résultats en sciences naturelles, géographie, français, dessin sont excellents.
Les mercredis et les jours de congé, je pars en vélo dans la forêt de Persaigne ou celle des Couves pour y herboriser, y observer différents animaux et tout ça. Et c'est ainsi que j'ai fait un herbier de plusieurs centaines d'items, de plantes, et j'ai reçu les félicitations de mon professeur de sciences naturelles qui s'appelait Monsieur Tourteau. Intéressant son nom d'ailleurs. J'identifie ces plantes grâce à la petite fleur de Gaston Bonnier. Je fabrique également des cages de différentes grandeurs pour élever des vers à soie, des papillons macarons, des grillons, des fasses, des sauceries blanches et des tourterelles. Je transforme même un aquarium en terrarium pour y mettre des tritons et des salamandres que je rapportais de mes balades dans la campagne environnante. Et même un jour, je libère une petite chauve-souris qui s'est égarée dans la véranda de la maison. Je lis de nombreux ouvrages sur la vie des animaux et des plantes, et cette passion va continuer même durant mon enfance, durant mon adolescence plutôt. Alors mon premier voyage à l'étranger en avion est une visite à Bruxelles pour l'exposition universelle en 1958. Puis ce sont plusieurs séjours linguistiques en Allemagne, peu de temps après que le général de Gaulle, le 8 juillet 1962, ait entamé un rapprochement avec le chancelier Adenauer dans la ville de Reims. L'heure est à la réconciliation entre les peuples allemands et français. Ces séjours ont lieu dans la ville de Quakenbrück, en Basse-Saxe, où je suis hébergé dans une famille originaire de Prusse orientale. Leur fils Eckehard, mon correspondant, vient réciproquement faire des séjours à Alençon également. C'est ainsi que nous sommes à l'origine du rapprochement entre nos deux lycées et entre nos deux villes, et qui ont abouti à un jumelage. Et ce jumelage dure depuis plus de 50 ans, comme notre correspondance avec Eckehard, mon correspondant allemand. C'est ainsi que j'ai pris goût, je crois, à faire la découverte d'une société différente de la mienne. Si ma famille n'est pas spécialement pratiquante, j'ai cependant reçu une formation chrétienne catholique. Et je me trouve même être embauché comme enfant de chœur à la chapelle d'une congrégation religieuse, les Clarisses, où je sers la messe du dimanche et les jours de fête. C'est ainsi que je peux observer un certain nombre de rituels qui me permettront plus tard de faire des comparaisons. Je vais assister régulièrement avec ma mère aussi à des conférences de connaissance du monde. C'est ainsi que j'ai l'occasion de voir et d'écouter Arun Taziev, Paul-Émile Victor, qui, avec le commandant Cousteau, sont les héros de ma jeunesse. Mais c'est particulièrement les conférences du couple Jacques et Betty Villeminot qui éveillent mon intérêt. Ces derniers présentent des documentaires sur les aborigènes et sur les papous. Et j'ai l'occasion d'admirer des séquences sur des objets et sur la région du Sepik en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À la même époque, j'ai l'occasion de voir un catalogue d'une exposition à Paris de Jeanne Buchet concernant des objets du Sepik et des Nouvelles-Hébrides. Et c'est ainsi que je reproduis à la mine de plomb sur papier canson différentes figures qui se trouvent dans ce catalogue. Et je me suis dit dans mon fort intérieur, un jour, je comprendrai la signification de ces masques et de ces représentations sculptées. J'avais 16 ans à l'époque. Devant mon intérêt pour les voyages et les pays exotiques, mon frère Jean a l'excellente idée de m'offrir pour mon anniversaire le récent ouvrage
de Claude Lévi-Strauss, Triste tropique, qui me passionne. Et même je fais un dessin reproduisant la couverture voilà, de ce livre. Et je suis passionné par la lecture de ce livre, même si je n'en comprends pas forcément tous les chapitres. Mes résultats scolaires ne sont toujours pas fameux. Dans certaines matières, mes parents viennent consulter le proviseur du lycée, Monsieur Chauffrin, Élie Chauffrin. C'est un Antillais de la Guadeloupe. Et il a été maté en métropole à cause de ses idées communistes et afin de mieux le contrôler aisément. Il est très apprécié par les élèves car il est toujours à l'écoute de chacun de nous. Il facilite l'entrée au lycée d'élèves antillais et africains qui deviennent très vite nos camarades dans une ville bourgeoise où la bourgeoisie locale a encore bien du mal à accepter des étrangers, particulièrement des gens de couleur. Chaque année, j'obtiens le premier prix de dessin. Ainsi, lorsqu'on me demande ce que je voudrais faire plus tard, je réponds immanquablement je souhaiterais être professeur de dessin ou architecte ou éventuellement ethnologue. Mon frère, de son côté, après avoir fait sa prépa à Caen, au lycée Malherbe, et puis au lycée Saint-Louis à Paris, part intégrer une école d'ingénieurs à Grenoble. Pour mon père, je vois que c'est un fossé se creuse entre la scolarité de mon frère et ma propre scolarité. Il s'aperçoit que d'année en année, je décroche. Apparemment, le système scolaire français ne me convenait pas à ma personnalité. Et c'est ainsi qu'il décide, avec mon accord bien sûr, de m'envoyer à Paris pour suivre des cours à l'Académie Charpentier qui prépare aux grandes écoles d'art parisiennes. Je suis alors logé chez une amie de ma mère qui habite dans le 14e. Voilà. Et par contre, mon retour dans la capitale va être un petit peu dur pour m'intégrer, moi venant d'une petite ville de province. Voilà. Alors c'est ainsi que pour m'intégrer à ma nouvelle vie parisienne, je vais avoir de très nombreuses activités. Je décide, en plus de ma scolarité, de préparer mon BAFA. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais bon, c'est tout comme. Pour l'encadrement des camps de vacances de jeunesse, de suivre des cours à la protection civile, de suivre des cours de secouristes tropicaux. Donc, j'avais déjà l'idée de partir sous les tropiques. De maître nageur sauveteur, de donner des cours d'histoire d'alphabétisation des étrangers dans le cadre de la CIMAD. Puis, lors de l'été 1966, je pars en Algérie pour encadrer des colonies de vacances à Berar, en Algérie, dans la région d'Elis, en Kabylie. Ceci me fait découvrir un certain exotisme. Et je pense que ces séjours hors d'Europe, dans un pays qui a été colonisé et en conflit avec la France, me font appréhender divers objectifs de l'anthropologie. J'ai alors la responsabilité d'enfants provenant de diverses régions d'Algérie, Kabylie, Sahara, qui ont des habitudes de vie totalement différentes de la mienne, de celles que je connais en France. Et lorsque nous les ramenons dans leur douar d'origine, je suis accueilli très amicalement par leur famille, leurs parents, et ce qui m'étonne un peu dans la mesure de ce qui s'est passé quelques années auparavant avec l'armée française.
Il se trouve que cette association COGEDEP était associée à l'association France-Algérie. Et c'est là où j'ai l'occasion de discuter avec Germaine Tillon, qui en était la présidente, ou enfin qui était dans le conseil d'administration. Germaine Tillon, grande résistante, et qui à l'époque œuvrait en Algérie. Ensuite, j'ai intégré l'École nationale des beaux-arts, boulevard Malaquais, en 1966, dans l'atelier de peinture de Saint-Gier. Puis, j'ai intégré l'École supérieure des arts décoratifs, 2 années après, dans l'atelier de Picard-Ledoux. Il était peu banal à cette époque de suivre parallèlement des cours dans ces 2 écoles, parce que l'une préparait des artistes de ce qui était considéré comme des arts majeurs, l'architecture, la peinture, la sculpture, la gravure, alors que les arts décoratifs, l'école des arts décoratifs préparait plutôt à des métiers d'artisans, art graphique, décoration, scénographie et ensemblier. À cette époque, je lis beaucoup. Durant mes premières années parisiennes, je lis André Malraux, Albert Camus, André Gide, Franz Kafka, les auteurs russes comme Dostoïevski et Tourgueniev, et les Allemands comme Ernst Wiechert et Hermann Hesse, dont le roman Narcisse und Goldmund me marque profondément.